D'abord, sur l'enjeu de la formation universitaire et supérieure. Moi, je veux reconnaître des progrès. Il y en a. Depuis plusieurs années, il y a une mobilisation des universités et un meilleur lien avec l'économie. Et ce qu'il nous revient de faire, c'est d'établir autant qu'il est possible toutes les passerelles entre école d'ingénieurs, universités, entreprises, et entreprises de toute taille. Je sais qu'ici, Dominique Gros me le rappelait, les universités ont déjà fait un premier pas vers le rapprochement, vers la fédération de moyens, vers la mobilisation de force. Il faut avoir les tailles critiques maintenant. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les universités. Dans les classements, même si je suis tout à fait conscient que ces classements ne reflètent pas la réalité néanmoins des hiérarchies universitaires. Mais on voit bien que nos plus grandes écoles ou nos plus grandes universités se sont plutôt dégradées dans ces classements-là. Donc il faut rassembler des forces. Il faut accepter le lien avec l'économie. C'est facile de le dire ici, mais je le dirai tout aussi nettement à l'égard des universitaires, qui ont besoin non pas simplement de financement, comme on l'entend, mais qui ont besoin de savoir quels sont finalement les débouchés vers lesquels il est possible d'emmener un certain nombre d'étudiants. Et puis les entreprises ont besoin aussi de capter ce que l'innovation, la recherche en université peut leur apporter. Donc cette contractualisation, cette espèce de déverrouillage est absolument indispensable pour la compétitivité. Mais ça me permet d'arriver à la deuxième question, qui est la question des filières scientifiques. C'est quand même un problème qu'en France, alors que nous sommes jusque-là plutôt regardés comme un pays scientifique, nous n'attirions plus suffisamment de jeunes dans les filières scientifiques. Grandes écoles comme universités. Comme s'il y avait une espèce de frilosité à aller dans ces filières-là. Donc nous devons, et ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics, c'est la responsabilité aussi des enseignants, nous devons absolument convaincre d'abord les jeunes d'aller faire des études scientifiques. Et à tout niveau, de technicien jusqu'à ingénieur. Mais pourquoi il y a cette, disons, cette réticence à aller vers des filières scientifiques? Pour plusieurs raisons. Il y a ce qui a été dit sur l'attractivité, ce que c'est qu'une usine. Enfin, ouvrons les usines, parce que aujourd'hui, toutes les usines se sont considérablement rénovées. Ce sont des bureaux industriels, les usines. Enfin, même en Corrèze, il y a des usines encore, hein, donc je peux vous en parler. Mais quand je visite une grande entreprise qui est dans mon département, qui fait de l'électromécanique pour automobiles, moi je l'ai connu avant, il y a 20 ans, 30 ans, où les gars, c'était quand même des gars qui étaient en bleu, qui avaient les mains sales. Et aujourd'hui, ils sont en blanc et ce sont quasiment des techniciens de laboratoire. Et ce sont souvent les mêmes. Il y a une mutation considérable dans l'industrie. Et un rapport au travail qui n'est plus du tout le même s'il y a des contraintes horaires. Enfin, il y a des contraintes horaires dans les industries de services. Donc, il faut que nous ayons une politique d'ouverture, de transparence de ce qu'est aujourd'hui l'industrie et de ce que c'est l'usine. Puis il y a aussi une deuxième raison, c'est la rémunération. On est quand même mieux payé quand on fait des études, enfin quand on a terminé ses études commerciales, travailler dans une banque, je ne veux pas attaquer les banques, ou dans un certain nombre d'établissements financiers, que lorsqu'on est ingénieur dans une entreprise. C'est quand même aussi ça le problème. Et même dans l'entreprise, les fonctions financières sont souvent plus valorisées que les fonctions industrielles ou les fonctions de recherche. Donc il y a aussi une responsabilité de rémunération, non pas du talent, chacun en a, mais de la rareté, de l'utilité, de l'invention. Finalement, on préfère, nous savons en politique,
préfère souvent les battleurs que les inventeurs. Après, on a les politiques des battleurs. C'est quand même un problème. Donc il faut valoriser le travail, l'intelligence, l'investissement personnel, et pas simplement le goût de la communication. Donc il y a aussi une responsabilité de ceux qui dirigent les entreprises. Je ne parle pas ici forcément de vous, ou des actionnaires, de savoir à qui on confie le sort des entreprises. Moi, il a été dit, je ne sais pas si c'est un compliment, que j'étais dans une promotion de l'ENA, on a eu quelques illustrations. Enfin, c'était la dernière promotion de l'ENA qui s'était autant investie dans la politique. C'est terminé maintenant. L'idée que c'est par la politique que l'on peut réussir sa vie, je le crois encore, surtout réussir la vie des autres. Mais aujourd'hui, pour ceux qui font l'ENA, ceux qui sont supposés être les meilleurs, leur seul objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible pantoufler dans une entreprise. Et pas dans n'importe quelle entreprise, dans les banques d'affaires. C'est là que se font les choix essentiels. C'est là que se distribuent les rémunérations les plus importantes. Est-ce que pour un pays, c'est forcément le modèle qu'il faut promouvoir? Le modèle de réussite? Donc nous avons à savoir faire la hiérarchie des valeurs et des urgences. Alors sur les ports français, là j'arrive, je n'ose pas dire dans le dur, mais c'est vrai qu'on a un problème, il faut l'admettre. Il ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens de Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque secrétaire d'État à la mer, c'était dans le gouvernement Berry-Bourgoin, qui a été le premier à mettre en cause le monopole des dockers. Il n'y a pas survécu, ministériellement parlant. Voir ce que sont ces professions. Enfin, est-ce qu'on peut se permettre encore aujourd'hui, dans l'économie telle qu'elle est, d'avoir de tels blocages ou de tels archaïsmes? Alors il faut parler franchement avec ces professions. Pas facile, mais on leur a beaucoup promis à ces professions. Parce que là, pourquoi il y a un conflit dans les ports français? J'ai essayé de comprendre. C'est que lorsqu'il y a eu la réforme des retraites, avant la réforme des retraites, on a promis à ces professionnels des ports qu'ils auraient un régime dérogatoire. Après a été votée la réforme des retraites, et puis cette promesse a été oubliée en route. D'où le conflit. Mais est-ce qu'on peut encore avoir des régimes spécifiques là pour un certain nombre de professions qui aussi ont évolué? Donc là, moi je ne vous ferai pas de promesses, mais je pense qu'on ne peut plus avoir cette difficulté-là. Parce que les ports, là aussi, ils sont concurrentiels. Si on ne peut pas décharger sa marchandise à Marseille, à Nantes ou à Bordeaux, on va la décharger ailleurs. Et ce n'est pas la longueur du transport qui fera le coût principal. On préfère avoir un déchargement rapide de son bateau, même si on a mis 3 jours de plus pour atteindre le port, que d'attendre 3 semaines dans un port bloqué, alors qu'on ne pourra pas finalement assurer la transaction. Donc là aussi, il va falloir parler franchement, et dire aux professions concernées qu'on veut leur assurer un avenir, mais que ça doit se faire dans des conditions économiques qui sont celles maintenant de l'Europe d'aujourd'hui. Sur le savoir-faire français, comment le garder? La grande question, c'est pas de savoir si on aura des investissements de plus en plus transnationaux, il y en aura. La réponse, ce n'est pas de fermer les frontières. Nul ne le pourra. La question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'État pour garder encore une influence. C'est ça la grande question. Il faut que l'État continue à avoir des participations publiques. Et d'ailleurs, Arsenal Vital, c'est quand même ça le souci. Si on avait gardé une part de participation publique, on aurait pu être partie prenante à la discussion. Donc il faut que l'État, quand je dis l'État, c'est pas simplement le pouvoir central, c'est aussi le pouvoir territorial. Parce que nous avons de grandes régions maintenant, qui doivent être mobilisées. Il faut que donc les partenaires publics puissent participer à un certain nombre d'opérations industrielles. Deuxième idée, il faut qu'on ait des capitaux français.
Il faut qu'on ait un mécanisme d'épargne qui nous permette d'avoir des fonds qui investissent dans les entreprises françaises de taille européenne ou de taille multinationale. C'est ce qui suppose d'avoir des établissements financiers qui font aussi ce choix. On se félicite, moi je ne m'en plains pas, de la prospérité des banques françaises. Faut-il encore que ces banques françaises jouent leur rôle aussi de financement de l'économie et de prise de risque, et donc d'intervention, et donc de participation. Et enfin, il faudra sans doute qu'on ait des fonds d'épargne qui puissent être dédiés davantage à l'industrie. Ce que le gouvernement a commencé de faire et qu'il faudra poursuivre. Mais il faut qu'on ait du capital. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est de l'humain, on en a parlé, et du capital. Capital privé, c'est la règle de l'économie, capital public. Il faut qu'on arrive à mobiliser toutes ces forces. Et je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'on arrivera à redresser le pays. Pour ça, il faut qu'on ait une stratégie globale, une stratégie d'ensemble, que chacun sache quelle est sa place et quelle est la règle qui sera appliquée. Et pas improviser. Finalement, dans l'entreprise, on est obligé, je ne vais pas ici me mettre à votre place, on est obligé de tenir compte de la conjoncture de tous les jours. Mais vous avez un cap stratégique. Et alors que pour l'État, on a le sentiment qu'il prend des décisions tous les jours sans cap stratégique. Il a fallu la crise pour qu'on découvre, avec la proposition de Nicolas Sarkozy d'un grand emprunt, qu'on avait peut-être des investissements à faire pour le très long terme. Mais on aurait déjà dû, depuis des années, engager cette réflexion, cette préparation de l'avenir. Avant, il existait un commissariat au plan. Maintenant, ce sont des gros mots, d'appeler commissariat, plan, etc. Mais, au-delà des mots, de quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir, en tant que nation, en tant que France, qu'est-ce que nous avons comme grande perspective, comme grands objectifs, et comment nous mobilisons nos forces par rapport à ces actions-là. Et c'est ça qu'il va falloir engager dans le prochain quinquennat.